KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Vers 10 heures, chaque matin, le père appelait l'esclave qu'il avait affranchi et lui donnait une écuelle en bois remplie de grains de blé et une poignée de dattes. Le jour où il m'invita à déjeuner, il me prévint que le menu serait détestable. J'acceptais par politesse et par curiosité, mais je ne recommençais plus. Le jeune noir alla moudre le grain dans un moulin à main, en pierre, comme en ont les berbères dans l'Atlas, les indigènes dans les campagnes marocaines. Ce moulin cassait le grain de blé, mais n'en faisait pas de la farine. Avec le blé cassé, sans levain, il faisait une galette plate et ronde qu'il mettait à cuire sous la cendre. Dans une petite casserole en fer battu, les dattes, grossières, pleines de sable et de poils de chèvre, avaient bouilli, le déjeuner était prêt. Le père de Foucault enleva alors les livres, les feuilles qui étaient sur sa table, y disposa 2 assiettes creuses et 2 cuillères en fer battu, et me dit « Avez-vous jamais mangé du kéfi ?»« Non. C'est ma nourriture habituelle. Je ne sais pas si vous trouverez cela bon, mais je ne puis rien vous offrir d'autre. » J'avais encore quelques petites boîtes de singes que le sergent de Saint-Léger avait voulu me laisser à son dernier passage. Je les ai apportées à un brigadier qui avait voulu m'inviter en passant ici. Le kéfi est une nourriture qui me paraît complète, qui est facile à préparer et convient à mes pauvres dents. Voici la recette du kéfi. On prend la galette de blé, on la rompt en petits morceaux, toute fumante, dans l'assiette en fer battu, on retire les noyaux des dattes, on verse la compote de dattes sur les morceaux de galette, puis, prenant du vieux beurre arabe liquide, on en répand sur la galette et les dattes. Il faut maintenant saisir tout cela à pleine main, le triturer, l'écraser, en faire une sorte de mastic. Le goût en est fade, sucré, mais pas mauvais. Un gobelet d'eau et une tasse de café complètent le repas. Ce soir, nous aurons un couscous sans viande, mon dîner habituel, cela vous plaira davantage. Cela ne valait pas grand-chose. Avant le coucher du soleil, le père se donnait 1 heure de récréation, il se promenait de long en large devant son ermitage. Alors il causait aimablement de tout, nous nous promenions côte à côte. Il me mettait la main sur l'épaule, riait, me parlait des Touaregs, de ses souvenirs. Les premiers temps, il me demandait chaque fois comment j'avais employé mon temps dans la journée. Il me faisait faire une sorte d'examen de conscience et me blâmait si je n'avais pas soigné des Touaregs, appris de l'arabe ou du tamatchek. Le jour où j'ai vu le père de Foucault réellement mécontent, c'est quand je lui ai avoué, quelques mois avant mon départ définitif du Hogar, que je ne faisais plus de recherche anthropologique depuis 7 à 8 mois. J'ai vu, lui disais-je, que je n'allais aboutir à aucun résultat. J'ignorerais aussi bien qu'avant à quelle race appartenaient ces païens. Étaient-ils les ancêtres des Hogars ? Étaient-ils un autre peuple ? Mon travail était voué d'avance à la médiocrité. Le père de Foucault me reprocha d'avoir manqué de persévérance. Le peu que vous auriez fait et que vous auriez légué à vos successeurs aurait été du travail déjà fait. D'autres, en prenant les résultats, même négatifs, de vos recherches et en continuant, auraient fait avancer la question. Vous la retardez en vous abstenant de poursuivre vos recherches. Pour ce qui est d'être rebuté à l'idée que votre travail serait une œuvre médiocre, ça n'est pas autre chose que de l'orgueil. Votre renoncement à poursuivre ces recherches peut décourager d'avance ceux qui viendront après vous. Il fallait travailler. Un jour, il vint un noir pendant que j'étais là qui lui demanda l'aumône. Il mourait de faim, disait-il. Il était bien constitué, mais il paraissait maigre. Il avait environ 25 ans. Le père de Foucault lui demanda pourquoi il ne travaillait pas dans les centres de culture de Tite, à Balessa, etc. Il répondit qu'il n'y avait rien à faire.
Alors le père de Foucault, lui montrant un petit coffre en bois qui avait servi de moule à briques, lui dit « Fais-moi 20 briques et je te donne une mesure de blé ». Il y en avait à peine pour 1 heure de travail, il suffisait de faire 20 petits pâtés comme en font les enfants au bord de la mer. Le noir refusa. Le père tint bon et ne lui donna rien si ce n'est le conseil de travailler pour vivre. Dans d'autres occasions, la leçon était pour les nobles Touaregs. Le major Robert Hérisson raconte par exemple qu'un soir, au coucher du soleil, 5 ou 6 Kel Ahagar ou Kel Rela causaient avec le père de Foucault et l'Aménocal. Celui-ci, son cousin Akamouk et Aflan, le mari de Dacine, se lèvent, ajustent leur litame bleu sur leur visage et s'apprêtent à faire la prière. Les autres Touaregs, indifférents, continuent de causer. Mais le père de Foucault sévèrement les interrompt. « Et vous, leur dit-il, vous ne priez pas ?» Il les excitait ainsi à honorer Dieu de la seule manière qui leur fût connue et actuellement connaissable. Ils comprirent et aussitôt se levèrent pour imiter Moussa. Le docteur Hérisson a vu vivre l'un près de l'autre à Tamanrasset Lapérine et le père de Foucault. Entre ces 2 hommes, il y avait affection fraternelle et grande estime mutuelle, avec cette petite nuance de déférence que Lapérine savait garder vis-à-vis de son grand ancien de Saint-Cyr, cavalier comme lui. Quand il se trouvait de passage dans le Haut-Gard, on prenait toujours les repas en commun. Pour déjeuner ou dîner, on étend une grande couverture par terre à l'ombre de quelque arbre, s'il y en a, ou sous la tente du colonel qui est assez vaste. Chacun donne son couvert, son quart, son gobelet au cuisinier, qui les dispose n'importe comment. Il n'y a pas de préséance. Quand tout est prêt, on se met à table, on s'accroupit en tailleur sur le bord de la couverture. Le cuisinier apporte le plat, chacun a sa petite galette de blé cuite sous la cendre. Le colonel désigne celui qui doit se servir le premier, n'importe lequel. On bavarde ferme d'ailleurs, et personne ne fait attention. Le colonel invite toujours à sa table tous les Français du voisinage, maréchaux des logis, brigadiers, armuriers, menuisiers. Ils ne paieront rien à la popote, il les fait quelquefois servir les premiers, ils ont autour du plat une place quelconque, suivant le hasard. Le père de Foucault vient toujours à midi avec une bouteille de muscat blanc de son vin de messe. Nous en buvons la valeur d'1 verre à Bordeaux à la fin du repas. On proteste, on se récrie chaque fois en voyant la bouteille. « Mon père, vous vous démunissez, c'est trop. Vous allez épuiser votre provision. On ne la boira pas. » Mais lui, en riant, insiste. « Vous pouvez la boire. Je n'apporte que ce que je puis donner. » Et on la boit avec délice, bien entendu. À table, on ne cause pas de choses sérieuses. On raconte des histoires, on plaisante, on taquine le cuisinier du colonel. Le père de Foucault rit. Le colonel a un répertoire très varié, très amusant d'anecdotes qu'il dit être vraies. C'est un narrateur très séduisant. Le père de Foucault sourit quand tout le monde rit. Mais si l'histoire sort un peu des limites permises, il n'entend plus, il devient sourd, il paraît penser à autre chose. Alors quelqu'un fait remarquer que la conversation a pris un ton badin et que les oreilles du père doivent être scandalisées. Mais si on l'excuse, celui-ci proteste qu'il n'écoutait pas et n'a pas entendu, aucune gêne. Pendant les tournées, il venait avec un domestique noir et un chameau de louage sans tente, sans lit de camp. Il couchait par terre dans ses couvertures. Il prenait la plupart du temps un chameau de batte, sans selle, sans rala. Il aimait, pour ne pas perdre de temps, à nous laisser passer devant et à venir nous rejoindre à l'endroit convenu en doublant les étapes, en faisant 80 km par jour et 6 km l'heure, et en passant autant que possible par une route encore inexplorée des Français. Il arrivait alors avec des petits bouts de papier pleins de notes et de croquis, tout petits mais très nets comme ceux de son exploration au Maroc, et il remettait tout cela au colonel. Dans les assemblées, dans les palabres, il refusait de s'asseoir à côté du colonel sur une chaise pliante. Il voulait être accroupi sur le sol à côté de lui.
Le colonel se servait de lui comme interprète. Il y avait là, en effet, des Touaregs ignorant la langue arabe ou la connaissant mal. Le père non seulement les comprenait et s'exprimait parfaitement en langue targui, mais par sa connaissance de leur caractère et de leurs mœurs, il savait ce qu'il fallait éclaircir dans leur esprit, quel doute ou quelle appréhension pouvait naître, etc. Enfin, sa valeur morale était si réputée et si hautement estimée que tout ce qui se disait par lui prenait encore plus de poids. Les Touaregs disaient « Il connaît notre langue mieux que nous-mêmes ». Dans sa récréation du soir, quand il se promenait de long en large devant son ermitage au coucher du soleil, le bras appuyé sur mon épaule, il me disait que la distinction personnelle n'est pas due à la naissance ou à l'éducation, qu'elle est innée et qu'il avait trouvé chez des simples, à la trappe, une élévation de sentiments remarquable. Nous vivions les uns à côté des autres, sans connaître nos origines, notre nom, et chacun remplissait sa fonction suivant ses aptitudes. Il y avait un paysan sans aucune instruction, qui avait des inspirations, des pensées, qui lui venaient du cœur d'une beauté parfaite. Il ne s'en rendait pas compte. J'étais dans le ravissement de l'entendre, sans aucun art, très naturellement et très simplement, il était éloquent. Le père de Foucault, contrairement à ce qui se dit des hommes célèbres, grandissait démesurément quand on le voyait tous les jours et de près. Ces lignes, par quoi se termine le manuscrit du docteur Hérisson, ne rappellent-elles pas les jugements qui furent portés sur l'ermite dans le temps qu'il habitait Béni-Abbès, et ceci, déjà, ne faisait-il pas écho à tant de louanges qui s'étaient élevées d'Agbès, de Nazareth, de Jérusalem et de Notre-Dame-des-Neiges? Dans l'année 1910, deux grandes amitiés, deux appuis, sont enlevés au père de Foucault. Le 14 mai, le courrier venant d'Insallah apportait la nouvelle que le père Guérin était mort, à 37 ans, épuisé par les fatigues de la vie saharienne. La longue, la volumineuse correspondance échangée entre celui-ci et le père de Foucault montre le respect que ces deux hommes éprouvaient l'un pour l'autre. Lorsque deux âmes, grâce à la foi qui les remplit, sont à peu près délivrées de l'amour-propre, qu'elles sont devenues, autant que la nature le permet, des puissances toutes nobles, attentives, obéissantes aux moindres signes de Dieu, l'intelligence entre elles est aussitôt parfaite, silencieuse ou exprimée, et la confiance où elle se trouve surpasse en douceur toute autre amitié. Je n'ai pas trouvé dans ces nombreuses lettres la trace d'un dissentiment. Des deux côtés, même certitude que l'ami auquel on s'adressait, l'un demandant conseil et l'autre répondant, ne pensait qu'au règne sur le monde de la beauté souveraine. Le père de Foucault soumettait tous ses projets de voyage, de fondation, d'avenir lointain à cette amitié directrice, et s'il ne lui rendait pas compte, comme il faisait à M. Huvelin, des mouvements de son esprit, il ne marquait pas néanmoins la limite de ces deux domaines, l'un extérieur, l'autre intérieur, et bien souvent les confidences d'ordre spirituel, résolution, hésitation, tristesse passagère avaient été exprimées dans les lettres que l'ermite de Béni-Abbès ou de Tamanrasset envoyait au préfet apostolique de Gardaïa. Le bon Dieu vient de nous infliger, à vous et à moi, une épreuve, écrivait-il au père Voilard 2 jours après l'arrivée du courrier. Vous avez perdu un bien bon fils, et moi un bien bon père. Perdu en apparence, car il est plus près de nous que jamais. Je n'avais jamais songé que, peut-être, il ne me survivrait pas, et je m'appuyais sur son amitié comme si elle ne pouvait jamais me manquer. Vous sentez le vide que me laisse son départ. Jésus reste, qu'il soit béni de tout, qu'il soit béni d'avoir appelé à la récompense notre si cher Père Guérin, qu'il soit béni aussi de nous l'avoir prêté pendant quelques années. Ce départ imprévu me fait désirer avec plus de force la compagnie d'un prêtre qui continue la toute petite œuvre commencée ici. Il pourrait vivre à côté de moi, en vivant de ma vie ou sans en vivre. Je ne demande pas à être son supérieur, mais son ami, prêt à le laisser seul dès qu'il sera au courant.
Dès 1905, le capitaine Dino, alors chef du bureau arabe d'Insalah, demanda des sœurs blanches pour Lahagard. Maintenant qu'il y a une garnison permanente, un officier français, un médecin, plusieurs sous-officiers et brigadiers français, une centaine de militaires indigènes en permanence dans le pays, avec la poste 2 fois par mois, une grande sécurité et facilité de vie, il y aurait peut-être lieu d'y songer. On n'envoie pas de sœurs sans père blanc. Mais pour les pères blancs aussi, il y aurait peut-être lieu d'examiner la possibilité d'une fondation. Actuellement, les Touaregs de Lahagard ne sont musulmans que par l'acte de foi et de nom. Ils détestent les Arabes. La soumission à la France introduit dans le pays des Arabes musulmans, des Khojas musulmans au service de la France, comme militaires ou interprètes. Elle permet aux Arabes du Tidi-Kelt et d'autres pays d'y circuler librement, d'y commercer sans crainte d'être pillés, d'où suivra probablement une propagande islamique et une rénovation de ferveur islamique. Il serait utile de prendre les devants. Je prépare une action plus active sur les âmes en faisant construire à 60 km d'ici, au cœur des plus hautes montagnes de Lahagard et des lieux où sont cantonnées les tentes les plus nombreuses, un petit ermitage qu'on pourra habiter à 2. J'y serai beaucoup plus au centre des populations qu'ici. J'ai l'intention, à partir de l'année prochaine, de me partager entre lui et celui de Tamanrasset. Je vous demande une prière pour mon directeur, monsieur l'abbé Huvelin. Il est mon père depuis 24 ans, rien ne saurait exprimer ce qu'il est pour moi, ce que je lui dois. Les nouvelles qu'on me donne de sa santé sont lamentables. À chaque courrier, je crains d'apprendre que lui aussi, il a achevé son temps d'exil. Moins de 2 mois plus tard, en effet, le 10 juillet, l'abbé Huvelin mourait. Celui qui l'avait ramené à Dieu pleura, puis, comme les meilleurs, leva les yeux vers le ciel et y trouva l'immuable joie consolatrice. À un des pères blancs qui lui exprimait de la sympathie en cette occasion, il répondit « Oui, Jésus suffit. Là où il est, rien ne manque. Si cher que soient ceux en qui brille un reflet de lui, c'est lui qui reste le tout. Il est le tout dans le temps et dans l'éternité. Comme si tous les étais dussent être enlevés à l'édifice achevé, un 3e ami du père de Foucault devait s'éloigner d'Afrique dans cette même année. Le colonel Lapérine, qui commandait les oasis depuis 9 ans, avait demandé à prendre le commandement d'un régiment de France. Il laissait en paix ces territoires organisés par lui, agrandis de tout le pays touareg. Pour quel motif le grand Saharien quittait-il son Sahara ? Pour le plus beau. Frère Charles, son confident, a dit en effet « Il trouve, avec raison, qu'il ne faut pas paraître tenir à des fonctions. Un homme très supérieur peut seul penser ainsi. La vie et la mort de Lapérine autorisent à croire que frère Charles ne se trompait pas. Lapérine ne retournera plus au Hogar, si ce n'est vers le milieu de la Grande Guerre. Il n'y reverra plus son ami vivant, c'est l'adieu, comme presque toujours, ignoré. Foucault n'a pas seulement pour l'homme son camarade de jeunesse une affection éprouvée, il admire le chef qui a tant travaillé pour la grandeur de la France en Afrique, c'est-à-dire pour la civilisation des peuples qui nous sont confiés. Quelques mois avant ce départ, il lui rendait cet hommage dans une lettre. Lapérine se dépense sans mesure. Il a imprimé à tout ce qui est sous ses ordres un mouvement et une activité admirables. Ce qu'ont fourni de travail depuis 6 ans les officiers sous ses ordres est inouï, et tout ce qui a été fait au point de vue militaire, administratif, géographique, commercial. Le voyant s'éloigner, il résume la carrière coloniale de Lapérine. Depuis l'âge de 21 ans, il n'a pas passé 3 ans en France, 1 an à Saumur comme lieutenant, 15 mois comme capitaine et 6 mois comme commandant. Tout le reste en Algérie, Tunisie et surtout au Sénégal, au Soudan et au Sahara. C'est lui qui a donné le Sahara à la France malgré elle et en y risquant sa carrière et qui a réuni nos possessions d'Algérie et notre colonie du Soudan. Avant de quitter l'Afrique,
le colonel avait décidé le voyage en France de Moussa à Gamastan. Quelques nobles Touaregs accompagnaient l'aménocale. On les fit assister à des expériences de tir au creusot. Ils visitèrent des haras, des usines, des villes, notamment Paris et ses curiosités, parmi lesquelles une des moins parisiennes assurément, la plus cosmopolite, le Moulin Rouge. Ce fut la visite express, sautillante et sans répit, faite pour étonner, non pour émouvoir, telle que la peuvent régler des gouvernants qui n'ont pas le sentiment de la paternité du pouvoir. Frère Charles recevait quelques nouvelles de la promenade, trop officielle à son gré. Il se réjouissait à la pensée du profit que tirerait quand même le chef Touareg de cette expérience bien incomplète d'une civilisation supérieure. À son retour, écrivait-il, « Je tâcherai de lui faire comprendre que 3 choses sont nécessaires s'il veut travailler au salut éternel de son peuple. Premièrement, procurer l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, qui reste aussi abandonnée à elle-même que les animaux. Deuxièmement, procurer son instruction dans une certaine mesure. Troisièmement, travailler à rendre son peuple sédentaire, de nomade qu'il est, tout en le laissant un peuple pasteur. Cette troisième chose est la condition sine qua non des 2 premières, car l'éducation et l'instruction semblent incompatibles avec la vie nomade. Pour lesquels à Agar, ou du moins pour la grande majorité d'entre eux, le passage de la vie nomade à la vie sédentaire serait facile. Les plus fortes tribus sont presque sédentaires, les chameaux sous la garde de quelques bergers vont paître à grande distance, mais les tentes avec les familles et les troupeaux de chèvres sont presque fixes. Elles ne se déplacent que dans un rayon de 40 km environ. De plus, la paix, due à ces 3 années d'occupation française, a déjà eu un résultat dans le sens de la fixation des habitants. À mon arrivée, il n'y avait qu'une maison à Tamanrasset. Les autres habitations étaient des huttes. Maintenant, il y a 15 ou 20 maisons, on en construit sans cesse, les huttes auront bientôt disparu, il en est de même, dit-on, dans les autres villages. Les cultures se multiplient, tout Touareg un peu à l'aise a des champs. Malheureusement, ils ne cultivent pas eux-mêmes, ils font cultiver par des haratins du Tidikelt ou des Noirs. Surveiller les travaux, moissonner, les Touaregs le font, mais mettre la main à la houe, ils le dédaignent. L'installation dans le pays de religieux cultivant de leurs propres mains serait un grand bienfait. Le chef du Hogar, à peine rentré sur la terre d'Afrique, s'empresse d'écrire à son ami le père de Foucault. Et voici la lettre qu'il lui adresse sur une feuille de papier de l'autel de l'Oasis. « Louange à Dieu l'unique et la bénédiction de Dieu sur Mahomet. D'Alger pour le Hogar, le 20e jour de septembre 1910. À l'honoré, l'excellent, notre ami et cher entre tous, monsieur le marabout Abed Aïssa. Abed Aïssa signifiant serviteur de Jésus. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.